Contrairement à nombre de ses ascendants et descendants sur le trône, Philippe n'était pas un personnage pieux. Cela allait de pair avec une vie dissolue dans les plaisirs de la cour, occupation qui le maintenait souvent à l'écart de la politique féodale et des autres prérogatives d'un roi. Comme son homologue du Saint-Empire, Henri IV, il avait tendance à s'arroger le privilège de nomination des hauts membres du clergé pour en tirer un bénéfice substantiel. Il n'est alors pas étonnant que ces deux monarques connurent une relation avec Rome qui n'allait qu'en empirant. La première dispute commença en 1073, quand Philippe réclama pour lui le droit d'investiture à Landric pour l'évêché de Mâcon en Bourgogne. Le pape d'alors, Grégoire VII, était un pontife intègre, énergique, bien décidé à lutter contre les maux de l'Église, notamment la corruption et la simonie. Il mit Philippe en demeure en convoquant un concile à Paris. Celui-ci rassembla peu de participants. Seulement 11 prélats, dont un archevêque. Le roi se décida à jouer la carte de la soumission et n'intervint pas dans le débat. Il n'en eut pas besoin car les représentants du clergé étant tous français, ces derniers apportèrent leur soutien au monarque, ce qui constituait un acte de défiance envers le Saint-Siège. La réaction furieuse du pape ne se fit pas attendre. Ce dernier produisit une encyclique attaquant nommément Philippe et le clergé gallican. Devant la menace assez grave que constituait un tel acte, ces dernières envoyèrent un acte de soumission à Rome. L'affaire fut ainsi close. Ailleurs dans le royaume, l'indifférence et le désintérêt qu'éprouvait Philippe envers les hauts nobles et leurs fiefs renforçaient l'anarchie féodale, car personne n'occupait factuellement le sommet de la pyramide sociale. Dans le sud, même si Philippe était encore trop jeune à cette époque, c'est sans l'implication de la régence royale que Guillaume de Guyenne, 8e du nom, se constitue alors une grande Aquitaine, dont la célèbre Aliénor sera l'héritière un siècle plus tard. En 1058, après la mort de son frère Guillaume VII d'Aquitaine, il hérite du duché de Guyenne ainsi que du comté de Poitiers. En 1060, il annexe Toulouse à son compte en représailles d'une précédente attaque sur Bordeaux. En 1062, il prend par la force le contrôle de la Saintonge. La même année, et celle d'après, il dispute la possession du duché de Gascogne à Bernard, comte d'Armagnac, puis à son fils Géraud. Guillaume gagna l'affrontement et contrôla ainsi un immense territoire qui fit de lui le plus puissant seigneur du sud de la France. Le sort de la Bourgogne durant cette période fait exception à l'anarchie ambiante de par sa relative stabilité politique. Cette région était divisée depuis 982 en deux entités séparées par la Saône. À l'ouest, le duché de Bourgogne, relevant du royaume de France. À l'est, le comté de Bourgogne, possession du Saint-Empire romain germanique. Jusqu'en 1076, le duc de Bourgogne était Robert Ier, dit Robert le Vieux, fils cadet du roi Robert le Pieux. C'était donc un prince de sang royal et un oncle du roi Philippe. Le fils de Robert étant mort 10 ans plus tôt, et malgré l'existence de 6 petits-fils, le duc choisit le roi Philippe comme son héritier, ce qui aurait pu doubler la taille du domaine royal si son vœu avait été respecté. Mais les barons du duché préférèrent proclamer Hugues, le premier des petits-fils, comme leur suzerain légitime. Philippe s'inclina alors devant la décision. À la mort de la femme de Hugues, ce dernier abdiqua en faveur de son frère Eudes. Profitons de ce contexte pour citer Henri, le dernier des petits-fils, qui partira combattre les Maures dans la péninsule ibérique. Il épousera la fille du roi de Castille Alphonse et deviendra comte du Portugal. Ainsi, il sera le fondateur de la maison royale du Portugal et l'ancêtre de tous les rois de ce pays. Le Vermandois était un comté situé à l'est de Paris, entité aux frontières sans cesse changeantes qui, contrairement aux autres provinces du royaume, ne se maintiendra pas à long terme comme un fief important. Le cas du Vermandois est un exemple où la convoitise a pu susciter l'intérêt de Philippe et une de ses rares interventions politiques. Adélaïde de Vermandois était alors l'héritière de cette province et également du comté de Valois. Elle fut mariée à Hugues de France, frère cadet de Philippe, à l'instigation de celui-ci. Hugues devint ainsi comte en 1080 à la mort de son beau-père. Mais le destin de Hugues était de mourir 20 ans plus tard lors de la première croisade. Le comté échut donc à son fils Raoul, neveu du roi. De cette façon, le territoire resta dans le giron de la dynastie capétienne. Pendant ce temps, les rapports entre Guillaume de Normandie et Philippe de France n'avaient fait que se détériorer. Précédemment, Philippe avait tenté de faire alliance contre Guillaume avec Égard Aethling, un noble anglo-saxon régulièrement en révolte contre le roi d'Angleterre.
Pour une fois que Philippe prend une telle initiative, celle-ci échoua. Edgar rata son débarquement en France, dut abandonner le projet et se soumettre une fois de plus à Guillaume. De son côté, Guillaume, dont le courage et la combativité n'étaient plus approuvés, dut lutter contre une conjuration regroupant les rois de Norvège et du Danemark, le comte Robert de Flandre et même les nobles de Northumbrie. Il réussit à vaincre ces derniers successivement et séparément, ce qui lui permit de tourner son attention vers la France, notamment vers le Vexin français. Pour une fois, il n'y eut au début pas d'affrontement direct entre les deux rois. En effet, la lutte eut lieu entre leurs fils respectifs, Louis pour Philippe et Henri pour Guillaume. La situation dégénéra, ce qui amena Philippe à intervenir en représailles, à la suite de quoi Guillaume débarqua lui-même en France. Mais dans un sincère souci de paix, l'évêque de Beauvais s'interposa et des pourparlers commencèrent. Une paix aurait pu déboucher de ces rencontres s'il n'y avait eu une maladresse de Philippe qui précipita la crise vers une fin funeste. À la fin de sa vie, Guillaume souffrait d'obésité et des contingences médicales associées à cet état. Lors d'un échange avec des plénipotentiaires anglais, Philippe se moqua cruellement de cette affliction. Ces mots furent rapportés à Guillaume qui devint furieux et qui, malgré ses problèmes de santé, remonta à cheval pour reprendre les hostilités. Il dévasta le nord de l'île de France avec une cruauté qui choqua les populations locales, pourtant habituées aux excès de la soldatesque. C'est pendant cette campagne que Guillaume se blessa accidentellement. Il s'ensuivit 3 semaines d'agonie, pendant lesquelles il convoqua ses 3 fils et répartit entre eux son héritage et ses domaines. Guillaume le Conquérant mourut le 9 septembre 1087. Ainsi finit un grand conquérant qui passa l'essentiel de sa vie à combattre et à soumettre les rois et les grands seigneurs de France et d'Angleterre. Philippe perdait là son plus grand rival et certainement le plus acharné. Toutefois, si sur le plan temporel il ne rencontrait plus d'opposition frontale, sur le plan spirituel en revanche, un ancien adversaire allait se rappeler à lui. L'institution papale. La légèreté de mœurs de Philippe était jusqu'à présent restée dans une certaine mesure discrète d'un point de vue public. Mais la rencontre avec une femme de la haute noblesse l'amènera à une conduite imprudente dont les conséquences marqueront une longue période de sa vie et entacheront la vie politique et spirituelle du royaume durablement. Bertrade était la fille du seigneur de Montfort-l'Amaury, femme de Foulques d'Anjou depuis 1089 et mère de 2 enfants. Cette comtesse ambitieuse convoitait un meilleur parti, et n'hésitait pas à viser aussi haut que le roi de France. Philippe, à ce moment, cherchait déjà à faire annuler son premier mariage pour pouvoir se fiancer avec Emma, fille du puissant comte de Sicile d'origine normande, Roger de Hauteville. Bertrade réussit à séduire Philippe, alors que la promise de celui-ci était en chemin vers la France. À son arrivée, la princesse normande connut l'humiliation de se voir publiquement rejetée avant de devoir repartir vers la Sicile. Philippe avait entre-temps rejeté officiellement sa première femme, Berthe de Hollande, avec la complicité des évêques d'Île-de-France. Berthe, répudiée, fut enfermée dans un monastère. Le roi demanda alors à Yves, évêque de Chartres, de les marier. Mais ce prélat étant incorruptible, il refusa sèchement. Devant le mensonge de Philippe, prétendant avoir obtenu une dispense papale pour divorcer, Yves sermonna le roi et fit diffuser dans tout le royaume une lettre montrant la duplicité de celui-ci, ce qui souleva l'indignation de toute la population. En 1092, grâce à la complaisance d'autres évêques, Philippe obtint néanmoins la bénédiction nuptiale pour son union avec Bertrade de Montfort. Mais le mal était déjà fait. Le comte de Flandre, père de Berthe, et le comte d'Anjou, premier mari de Bertrade, prirent les armes contre Philippe tandis que le nouveau pape Urbain II fulmina une menace d'excommunication contre le roi et les évêques corrompus. Malgré le décès de Berthe, quelque temps plus tard, qui rendait Philippe libre, Bertrade était toujours canoniquement mariée à Foulques et l'attitude du couple scandalisait toujours l'opinion. Les évêques de France, soutenant Philippe, organisèrent alors un synode pour chercher à légitimer l'union immorale. Philippe demanda à Rome un délai avant de se décider de façon à gagner du temps et jouir le plus longtemps possible de son union. Mais l'histoire en marche éclipsa alors cette mesquine histoire de mœurs pour un événement aux conséquences retentissantes pour l'Europe, l'Orient et les 2 siècles à venir. Le pape Urbain II profita du concile de Clermont pour lancer un vibrant appel à libérer Jérusalem
et les lieux saints des infidèles. Cet appel eut une très grande portée et souleva l'enthousiasme de la noblesse et des populations européennes. Philippe ne participa alors ni au concile, ni au mouvement de préparatifs qui précéda la première croisade. En effet, le couple fautif avait entre-temps été excommunié, Philippe montrant toujours aussi peu d'intérêt et de respect envers cette grande entreprise papale. Mais le roi de France, que la honte n'étouffait pas, eut l'audace d'envoyer une nouvelle ambassade à Rome pour obtenir la nomination comme évêque de Paris de Guillaume, le frère de Bertrade. Devant les pressions unanimes qui émanaient en France comme à l'étranger, Philippe finit par céder et renvoya son épouse illégitime. Il profita d'un concile en 1096 pour faire solennellement acte de contrition et de soumission devant les autorités ecclésiastiques. Il obtint ainsi le pardon et la levée de son excommunication. Mais Philippe n'était pas sincère. Il chercha à se rapprocher des bonnes grâces de l'évêque de Chartres, tandis qu'il rappela à lui Bertrade. La comédie recommença avec une nouvelle excommunication, cette fois-ci prononcée par l'archevêque de Lyon, le plus puissant membre du clergé de France. Si le couple n'en était plus à sa près, il en alla autrement par le peuple qui, soutenu par tout le bas clergé, les jugea très sévèrement. La conséquence concrète fut que les prêtres refusèrent de mener les offices en présence du couple fautif. La mort d'Urbain II en 1099 redonna espoir à Philippe, d'autant que le nouveau pape, absorbé par sa querelle avec l'empereur germanique, se désintéressait de l'affaire. Philippe multiplia alors les provocations. Il renversa tout juste après son élection l'évêque de Beauvais qui était le candidat de Rome, pour le remplacer par un homme à lui. En 1100, il alla jusqu'à se faire solennellement couronner une seconde fois afin de bien montrer à tous qu'il conservait le pouvoir temporel. Le paroxysme fut atteint vers la fin de la même année. Un concile disciplinaire se tint à Poitiers. Guillaume d'Aquitaine, sur ordre de Philippe, fit pression pour son annulation. Mais les membres intègres du clergé tinrent bon. Ils exposèrent publiquement les actes d'excommunication du roi, ainsi que ses multiples actes de contrition et de soumission qu'il avait reniés depuis plusieurs années. Le ton monta entre les partis. La situation dégénéra et des hommes d'armes du duc intervinrent. Des pierres furent jetées sur ceux-ci, ce qui démarra un massacre où l'on dénombra de nombreuses victimes, parmi lesquelles plusieurs prélats. L'ordre revint malgré tout, et les participants, impressionnés mais non intimidés par cette violence, tinrent bon. Lors de la conclusion du concile, ils jetèrent un anathème sur le roi et sa compagne. Ce fut alors un choc pour tout le royaume, car l'anathème impliquait la cessation de toute vie religieuse pour le souverain, mais aussi pour toute la population. Les amants furent alors rejetés partout où ils se rendirent. À la suite de quoi, Philippe fit savoir publiquement qu'il demanderait une énième fois pardon au pape. Ces évêques corrompus partirent pour la ville sainte, après avoir dit au peuple que le roi avait fait appel de l'anathème, et que cet appel était suspensif, ce qui était faux. Le roi attendit encore jusqu'en 1104. Au début de cette année, il ne se présenta pas au concile de Troyes où il était attendu. À celui de Beaugency, en juillet de la même année, le couple parut, et chercha encore à négocier une autre dispense. La majorité des clercs refusa, et Philippe claqua la porte pour de bon. Le dénouement vint alors sous une forme inattendue. Un prédicateur réputé s'était lancé publiquement dans une violente diatribe à leur encontre, ce qui ébranla la détermination de Bertrade. La reine illégitime finit par céder, se soumettre et rompre avec son amant. Philippe, mis devant le fait accompli, se conforma alors au décret du pape. En décembre 1104, au concile de Paris, Philippe, avec une extrême humilité, demanda le pardon et l'obtint. Cela mit fin à 13 années de scandale et de lutte avec l'Église de Rome. Le désastre moral s'avéra d'autant plus grand que pendant cette longue période, Philippe n'avait pas tenu son rôle de roi.